C'est parti, bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis ravie de vous accueillir pour ce 35e webinaire depuis le début de la crise du coronavirus. Je vous rappelle les règles du jeu, 2 informations importantes tout de suite avant de démarrer. Le support de présentation vous sera envoyé par email et comme d'habitude, ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI dès cette fin de journée ou au plus tard demain matin. Voilà, aujourd'hui, notre thématique, les OPCO face à la crise sanitaire et aux perspectives de reprise. J'accueille pour animer ce webinaire Laurent Floquet. Bonjour Laurent. Bonjour Charlène, bonjour à toutes et à tous. Donc Laurent, vous êtes délégué régional exécutif de l'OPCO des entreprises de proximité en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons donc 45 minutes à passer ensemble et comme d'habitude, je serai le relais de vos questions que je poserai directement à notre intervenant. Nous avons convenu avec Laurent que vous pourrez intervenir, que je pourrai vous relayer vos questions au fil de la conversation, au fil de sa présentation, pardon. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous ai tout dit. Laurent, c'est parti, c'est à vous. Bien, eh bien écoutez, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je voulais d'abord remercier la CCI donc, qui m'a invité à vous parler d'un sujet qui est le sujet de la formation professionnelle, sujet par lequel je commencerai par faire un petit retour en arrière sur la réforme de 2018, puisque vous savez que la formation professionnelle a été au cours des années très souvent réformée, mais qu'on a eu une réforme très importante en 2018 qui a vraiment rebattu les cartes. Et donc, j'en profiterai pour vous donner quelques éléments sur la réforme de 2018. Ensuite, je vous parlerai donc des OPCO face à la crise. Alors, je prendrai l'exemple de l'OPCO des entreprises de proximité, mais l'action de notre OPCO est une action qui, globalement, se retrouve auprès de tous les autres OPCO. Et donc, si vos entreprises ne relèvent pas de l'OPCO des entreprises de proximité, vous retrouverez malgré tout des éléments que vous pourrez adapter à votre situation. Je vous donnerai quelques éléments sur une enquête que l'on a fait pendant la crise auprès de nos entreprises pour essayer de comprendre leurs problématiques, ce qui m'amènera ensuite à vous donner des éléments sur l'action que nous avons mise en place et les actions que nous avons mises en place pendant la crise pour accompagner les dirigeants de nos entreprises dans cette période un peu unique qui a été la période de la crise sanitaire. Ensuite, je vous donnerai des éléments de perspective, puisque donc la crise sanitaire, on l'espère, est en train petit à petit de se terminer. Et donc maintenant, ça va être la thématique de l'accompagnement des entreprises pour faire face à la reprise, qui est un élément très important, notamment pour les questions de formation, mais aussi pour les questions d'alternance, de formation des apprentis, en essayant de faire en sorte que les jeunes et les futurs apprentis ne soient pas les laissés pour compte de cette crise sanitaire. Voilà un petit peu le planning et le sommaire que je vous propose cet après-midi. On démarre, Charlène ? Allez, c'est parti. Nous sommes tout oui. Alors, donc peut-être simplement vous rappeler, donc comme je vous le disais, que la formation professionnelle a connu de très nombreuses réformes, mais que la dernière 2018 a été vraiment une réforme qui a été au cœur du système et qui a touché le moteur de la formation professionnelle, puisque l'État a souhaité reprendre en main directement un système qui était auparavant géré par les partenaires sociaux. Et donc, cette réforme de 2018 a vraiment été axée sur une reprise en main du système politique et financier de la formation professionnelle par l'État. Donc ça, c'est un élément très important. Deuxième élément très important, pendant des années, la formation des salariés a été au cœur du système. Désormais, l'État, à partir de 2018, a considéré que c'était les demandeurs d'emploi qui devaient bénéficier en priorité du système de formation professionnelle et des moyens financiers alloués. Donc, on a vu une sorte de bascule des financements de la formation des salariés vers la formation des demandeurs d'emploi. Élément très important. Cette réforme, ça a été aussi le renforcement des branches professionnelles. Les OPCA, les anciens OPCA, avaient l'habitude de s'adresser aux entreprises en priorité, et le gouvernement a souhaité que ce soit désormais les branches professionnelles qui soient la clé du système et que les OPCO s'adressent directement
aux branches professionnelles pour les problématiques de formation professionnelle et d'apprentissage. Enfin, dernier élément important pour moi de cette réforme, comme dans chaque réforme, on touche au dispositif. Et là, il y a le dispositif du CPF, du compte personnel de formation, qui lui-même avait pris la suite du droit individuel à la formation. On est passé d'un compte personnel en heures à un compte personnel de formation en euros, très important. Et les OPCO ne sont plus aujourd'hui à la main sur ce système du CPF, puisque c'est la Caisse des dépôts qui aujourd'hui est en direct sur le CPF. Voilà les 4 éléments très importants qui me semblaient importants que vous ayez en tête. La reprise en main du système par l'État, le fléchage en priorité des fonds de la formation vers les demandeurs d'emploi, la priorité donnée aux branches et un CPF monétisé. 4 éléments très importants. Alors, vous aviez peut-être comme interlocuteur dans le passé des OPCA. Ces OPCA ont disparu et donc ils étaient au nombre de 19 à peu près et ils sont aujourd'hui 11 et ils sont devenus des OPCO. Alors, OPCO, ça veut dire quoi? Ça veut dire opérateur de compétences. Donc ça, c'est un élément très important puisque ce qui est demandé aux OPCO aujourd'hui, hier, les OPCA étaient plutôt des structures de financement de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on demande aux OPCO d'accompagner les branches et à travers elles, leurs salariés et leurs entreprises sur toutes les thématiques de développement des compétences. Voilà, donc vous avez à l'écran les 11 nouveaux OPCO. Vous voyez que certains se sont mariés à 2, d'autres se sont mariés à 3, à 4, à 5. Certains se sont mariés avec eux-mêmes. Alors, on peut considérer que ça peut être plus facile. En tous les cas, voilà, vous avez les 11 nouveaux OPCO. Et ces OPCO ont comme particularité d'intervenir dans des champs de compétences bien identifiés. Si je prends par exemple l'OPCO du commerce, c'est un OPCO qui n'intervient que sur le champ du commerce. Si vous prenez par exemple UNIFAF, UNIFAF est un OPCO qui intervient sur le champ de la santé. Donc la volonté du gouvernement, ça a été de recentrer les nouveaux OPCO sur un champ de compétences clairement identifié au regard de métiers. On voit la mobilité, on voit le transport, on voit le commerce. Donc voilà, dans des grandes familles de métiers. Alors, les missions de ces OPCO, je dirais qu'il y a 3 grandes missions aujourd'hui. La première mission, je commencerai par la 3e, c'est le financement de l'alternance. Aujourd'hui, le cœur de métier des OPCO, c'est l'alternance. Donc l'alternance, c'est quoi? C'est à la fois les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Donc le gouvernement a souhaité que ce soit les nouveaux OPCO qui accompagnent les entreprises sur le financement de ce dispositif et le développement de ces nouveaux dispositifs. Alors, on verra tout à l'heure que la crise sanitaire est venue semer un peu la perturbation dans un système qui était en constant développement. On voyait que les contrats de professionnalisation se développaient, on voyait que les contrats d'apprentissage également se développaient et la crise sanitaire est tombée par là et maintenant, on en reparlera tout à l'heure, mais il va y avoir un enjeu de faire en sorte, comme je le disais en introduction, que nos jeunes apprentis ne soient pas les laissés pour compte de cette crise sanitaire et que les entreprises continuent, malgré leurs difficultés, à embaucher des apprentis. Donc, l'alternance, l'apprentissage, la professionnalisation, première mission très importante des OPCO. Deuxième mission très importante, assurer un service de proximité, principalement pour les TPME. On en reparlera, mais au niveau des financements de la formation professionnelle, je vous disais tout à l'heure que l'État avait donné la priorité aux demandeurs d'emploi. La deuxième priorité du gouvernement, c'est les TPME, les entreprises de moins de 50 salariés, avec des financements importants des OPCO pour cette catégorie d'entreprises et avec des financements bien moindres pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, service de proximité, je vous en parlerai quand je vous parlerai tout à l'heure un peu plus de l'OPCO-EP,
mais vraiment le gouvernement a souhaité que les OPCO soient au cœur des territoires pour pouvoir mieux accompagner les dirigeants d'entreprises et notamment les plus petites d'entre elles, et notamment pour améliorer l'accès à la formation professionnelle des salariés qui n'était pas forcément suffisant. Deuxième mission. Et enfin, la troisième, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'accompagnement des branches professionnelles, notamment pour les aider à travailler sur les thématiques de GPEC, l'évolution des salariés, le développement des compétences de leurs salariés, la création de certifications professionnelles également, donc l'appui aux branches professionnelles, troisième grande mission des OPCO. Voilà. Ça me semble important, mais c'est vraiment un changement puisque les OPCA n'avaient pas cette mission-là. Les OPCA, hier, étaient essentiellement des financeurs de la formation professionnelle, des banquiers, on pourrait dire, de la formation professionnelle. Ils étaient sollicités surtout pour des questions de financement de dispositifs. Aujourd'hui, on voit que rien que dans le nom, on mute vers des questions de développement des compétences, de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, et également des thématiques et des problématiques d'emploi, puisqu'avant la crise, nombre d'entreprises étaient à la recherche de candidats et avaient des difficultés de sourcing. Donc, on verra un petit peu comment se situe l'avenir, comment les choses vont se passer à l'avenir, mais la question du sourcing était une thématique très importante des entreprises avant cette période de Covid. Ok. Laurent, on se fait un petit point sur le chat. Là, j'ai pas mal de questions qui sont arrivées. Oui. Ça vous laisse le temps de respirer deux petites secondes. Alors, Christelle nous demande, en tant qu'organisme de formation, comment sait-on de qui on dépend? FNE, convention, point à date? Alors, les organismes de formation dépendent d'un organisme qui s'appelle ACTO. En tant qu'organisme de formation, j'entends. Si c'est la question de savoir à qui sont rattachés les organismes, ils sont rattachés à ACTO. Si la question est de savoir à qui sont rattachées les entreprises, c'est en fonction de leur convention collective, donc que se situe le rattachement à tel ou tel OPCO. Après, donc vous avez la liste des OPCO, donc vous pouvez voir en fonction de l'activité de l'entreprise vers lequel il se situe. Après, s'il y a des questions plus techniques, les OPCO sont aussi là pour répondre aux organismes de formation et aux entreprises. Ok. Ensuite, j'ai une question d'Élodie, enfin plutôt une remarque, qui nous dit: le gouvernement vient d'annoncer que des formations à domicile financées pour tous les Français sont disponibles suite au contexte du Covid et à l'explosion à venir du nombre de demandeurs d'emploi. Est-ce indépendant de la plateforme individuelle CPF? Alors, le CPF, donc effectivement, est l'outil pour les formations, j'ai envie de dire, à l'initiative de la personne. Maintenant, chaque OPCO, alors je ne sais pas ce que veut dire Élodie quand elle dit toutes les formations sont disponibles pour les personnes. Ce que je peux vous dire, c'est que les OPCO, pendant la crise, mais on y reviendra, ont essayé d'identifier l'offre de formation à distance, dispensée par les organismes de formation, ont mis en place des critères de financement spécifiques, que ce soit des financements propres ou des financements via le FNE, et ces formations ont été proposées aux entreprises. Donc, je ne sais pas si je réponds exactement à la question d'Élodie, mais le CPF pour les formations à l'initiative de la personne, et chaque OPCO met en place des formations collectives via les branches professionnelles qu'il abrite pour les entreprises qui dépendent de lui. D'accord. Ensuite, j'ai une autre question de Christian qui nous demande: les associations sont-elles considérées comme des entreprises pour le financement de la formation de leurs salariés? Alors, dès lors qu'elles ont des salariés, oui, les associations relèvent du système de formation professionnelle. D'accord. Les OPCO sont pour la plupart des associations, ont un statut associatif. Mais la réponse est oui. D'accord. Alors, le chat se nourrit de beaucoup de questions. Comment peut-on être identifié par OPCO EP, enfin entreprise de proximité, pour nos formations à distance, nous demande Georges. Alors, il y a un formulaire qui peut être envoyé, donc il se trouve sur le site internet de l'OPCO EP. Alors, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas un référencement.
nous ne référençons pas les organismes de formation. Simplement, nous avons cherché pendant la phase de crise sanitaire à identifier l'offre de formation à distance. Donc, pour ça, il suffit de se rendre sur le site internet de l'OPCO-EP et de remplir un formulaire avec son offre de formation pour qu'elle soit identifiée. D'accord. Enfin, une autre question de Georges. Volonté de recentrage des OPCO par famille de métiers. Quelle volonté pour les petits organismes de formation? Quelle volonté pour les petits organismes de formation? Alors, j'avoue que je n'ai saisi pas complètement la question. Georges, si vous voulez compléter dans le chat un petit peu ce que vous vouliez nous dire. Pour toutes les questions un petit peu trop spécifiques, il y a des cas particuliers, on essaiera de traiter soit à la fin, soit par email en mail privé directement. Quelle volonté du gouvernement, nous dit Georges? Alors, pour les entreprises, donc je vous ai dit, c'est d'identifier un OPCO par famille de métiers. D'accord. C'est vrai que la question des organismes de formation par rapport à la réforme de 2018 est une vraie question, puisque les organismes qui vivaient du financement de la formation professionnelle continue, d'accord, c'était le cœur du système pendant longtemps. Bon, force est de constater que le gouvernement a fait un choix, ça a été de privilégier la formation des demandeurs d'emploi. Premier élément. Donc, comment ça a été fait? Via le CPF, avec des moyens quand même importants pour le CPF. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les OPCO, pour répondre à la question de Georges, clairement, et notamment pour les entreprises de plus de 50 salariés, ont beaucoup moins de moyens financiers pour accompagner le développement des compétences qu'ils n'en avaient hier. Maintenant, ils en ont encore pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et pour ça, on a besoin, les OPCO ont besoin de l'offre de formation. Donc, ils ont besoin que les organismes de formation puissent proposer une offre de formation aux entreprises. Donc, oui, il y a moins de moyens, clairement. Il y a beaucoup de moyens pour les demandeurs d'emploi. Il y en a un peu moins pour les salariés des entreprises de plus de 50, mais il y en a quand même encore pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ok. On va essayer de ne pas perdre trop de temps. Encore une dernière. Dans le système CPF, nous avions jusqu'à fin 2019 accès aux formations uniquement liées à la branche professionnelle, liées à notre code APE. Et c'est toujours le cas sur 2020 où l'accès s'est élargi. Alors, pour moi, aujourd'hui, les demandeurs, enfin, les salariés, pardon, les personnes qui ont un compte CPF ont accès à des formations. Il n'y a plus effectivement la question des listes. Je pense que c'est ça la question derrière. Il n'y a plus de listes par branche. Aujourd'hui, vous avez des formations qui sont éligibles ou des formations qui ne sont pas éligibles. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est l'éligibilité de la formation qui prime. Ok. Allez, on vous laisse continuer, Laurent. Je suis désolée pour toutes les questions encore dans le chat. On essaiera d'y revenir un petit peu plus tard. Pas de souci. Bon, c'est vrai que la question de la formation est une question complexe, hein, donc qui légitimement amène beaucoup de questions. Mais je pourrais aussi y répondre par mail à la suite de la présentation. J'avance donc l'OPCO-EP dans ce système. Donc, quelques éléments sur l'OPCO-EP. Donc, déjà, il est basé sur deux anciens OPCA principaux qui étaient PEPS Act Alliance et AGFOS PME. Et donc, cet OPCO-EP s'appuie aujourd'hui sur un réseau de proximité particulièrement développé. J'y reviendrai tout à l'heure puisqu'on est présent sur quasiment tous les territoires en France. Donc, cet OPCO aujourd'hui, c'est 467 000 entreprises, mais ce sont essentiellement des petites entreprises. Puisque pour 464 000 d'entre elles, ce sont des entreprises de moins de 50 salariés. Ça, c'est au niveau national. Si vous voulez avoir la proportion pour Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près 12% de l'ensemble. Donc, ça fait à peu près 56 000 entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, 4,5 millions de salariés couverts, essentiellement, encore une fois, dans les petites entreprises, à peu près 540 000 pour Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai voulu vous mettre un élément sur les contrats d'apprentissage. Alors, c'était avant la crise, hein, mais à la rentrée 2019, on avait 110 000 contrats d'apprentissage, ce qui faisait de l'OPCO-EP un acteur majeur sur le financement de l'apprentissage, puisqu'il représentait à peu près 25% des contrats qui se faisaient au niveau national. Et donc, à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près 13 000.
Cette OPCO-EP, c'est 54 branches professionnelles, mais j'y reviendrai juste après. Rapidement, une petite carte pour vous montrer la proximité. On a quand même 104 implantations au niveau national, c'est 10 implantations en Auvergne-Rhône-Alpes et plus de 1100 collaborateurs et une centaine en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour nous, la proximité, si vous voulez, ça nous engage. L'idée, c'est vraiment d'aller voir les entreprises là où elles sont situées sur les territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, une entreprise dans le Cantal n'est pas moins bien logée qu'une entreprise dans le département du Rhône. Voilà, on souhaite vraiment que toutes les entreprises du territoire puissent être accompagnées géographiquement. Rapidement, les branches, ça me semble important, les branches qui recouvrent l'OPCO-EP. Je vais pas rentrer dans le détail des 54 branches, peut-être quelques grandes familles. On a beaucoup de métiers de l'artisanat qui relèvent de l'OPCO-EP, notamment au niveau des métiers de bouche. Je pense aux charcutiers, aux bouchers, aux boulangers, par exemple. On a des branches du commerce de détail qui relèvent de l'OPCO-EP, des branches de l'habillement, des branches de la chaussure, de la librairie, par exemple. Les branches des professions libérales, également un grand secteur de l'OPCO des entreprises de proximité, les professions médicales, les professions de notaires, les professions d'architectes, par exemple. Le service à la personne, important, les entreprises privées de service à la personne et également les entreprises d'esthétique, de coiffure, par exemple, une autre grande famille. On a les entreprises de prestation de services. Et puis, on a deux secteurs un peu particuliers. On a, j'ai envie de dire, la plus grande des entreprises de proximité, c'est la Poste, qui relève de l'OPCO-EP, puisque les facteurs sont les premiers représentants de la proximité. Et puis, on a gardé également, comme l'AGFOS PME en avait un hier, un secteur interprofessionnel, alors qui s'est bien réduit. Ce sont les structures qui ne se retrouvent dans aucun des 11 grands OPCO. Voilà, et le maître mot de l'OPCO-EP, c'est vraiment d'articuler les politiques de branche voulues par le conseil d'administration de nos 54 branches, mais de l'OPCO-EP au-dessus, et les politiques territoriales. Donc, on est vraiment dans la mise en œuvre de politiques de branche au cœur des territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis plus globalement au niveau national. Voilà pour cette présentation rapide de l'OPCO-EP, donc qui, comme vous le voyez, est structurée. On a aujourd'hui un conseil d'administration qui est mis en place avec une présidente, un président, un directeur général, Arnaud Muret, un siège national et puis des équipes sur l'ensemble des régions qui sont là pour mettre en œuvre les politiques définies par les branches et par le conseil d'administration national de l'OPCO-EP. Voilà, pour cette partie-là. Alors, peut-être maintenant rentrer dans la période de crise, après avoir présenté un peu le système, ça nous a semblé important. Je dirais qu'il y a eu deux maîtres mots pendant cette période. Le premier, ça a été de comprendre ce qui se passait chez nos entreprises clientes, mais également chez les prestataires de formation, qui sont pour nous des partenaires indispensables, qu'ils soient prestataires d'apprentissage ou prestataires de formation professionnelle continue. Donc, on a essayé de comprendre ce qui se passait, d'être à l'écoute et d'essayer de mettre en place un certain nombre de mesures. Alors, comment on a essayé de comprendre ce qui se passait? Donc, on a une équipe, je vous disais, d'une centaine de collaborateurs qui, pendant les 2 mois du confinement, ont passé énormément de temps à téléphoner aux chefs d'entreprise pour qu'ils évoquent avec eux leurs problématiques. Toutes les problématiques étaient diverses. On avait des secteurs qui ont continué à fonctionner. Ils étaient peu nombreux, mais par exemple, le secteur alimentaire était un secteur qui a continué à fonctionner. Et à l'inverse, on avait des secteurs qui ont été totalement mis à l'arrêt. Je pense aux fleuristes, je pense aux coiffeurs, tout un tas de branches. Donc, on a essayé de faire un petit peu du cas par cas pour adapter notre réponse. On a essayé de recueillir auprès d'eux les besoins, quels étaient leurs besoins pendant cette période-là. Et également, on a essayé de faire en sorte de développer la formation à distance. Alors, vous savez, la FOAD, on en parlait
pas tant que ça finalement avant le confinement. On a essayé d'utiliser cette période de confinement pour faire en sorte que les formations en e-learning se développent. Alors, avant le confinement, c'était 0,6% à peu près de ce qu'on finançait. Donc, vous voyez que c'était très faible. Donc, on a recensé l'offre de formation et on a essayé d'ouvrir nos critères de prise en charge pour faire en sorte que les organismes de formation puissent quand même avoir de l'activité, un minimum, pendant cette période très difficile pour eux, et que les entreprises qui pouvaient y avoir recours en aient connaissance avec des moyens financiers mobilisés. Donc ça a été vraiment notre leitmotiv pendant cette période. Je vous mets rapidement ça, mais ça me semble intéressant de vous montrer qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on a quand même appelé 1304 structures. Et vous voyez sur le graphique à quel point le Covid a été impactant pour ces entreprises-là, puisque près de 90% à des degrés divers ont été impactés par le Covid. À 63%, une activité perturbée et à près de 30%, une activité complètement à l'arrêt. Donc ça me semble important et ça, en tout cas, ça illustre pour moi ce qui s'est passé pendant cette période et à quel point l'économie a été vraiment mise à l'arrêt. Vous voyez qu'il y a des entreprises qui ont perdu près de 50% de leur clientèle. Première raison de cette perturbation ou de cet arrêt. Bien sûr, des fermetures administratives. On a bien vu qu'il y avait des gens qui n'ont plus pu travailler du jour au lendemain. Et puis également des pertes de marché, des salariés absents. Tout le monde n'était pas en capacité de télétravailler. Et élément important, près de 78% de nos entreprises ont eu recours au dispositif d'activité partielle, ce qui est considérable. La reprise, vous voyez que cette reprise, en fait, ce qui la caractérise pour moi, c'est peu de confiance des entreprises dans l'avenir, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de manque de visibilité par rapport à ce qui pourrait se passer, beaucoup de craintes. C'est ce qu'on sent finalement là-dedans, c'est qu'on voit que les chefs d'entreprise ont du mal à se projeter par rapport à une reprise d'activité qui devrait être, pour la majorité d'entre eux, lente et difficile. Donc voilà pour moi les deux mots qui peuvent caractériser cette activité. La formation à distance, vous voyez quand même que quand on a appelé les entreprises, il y en a près de 6 sur 10 qui nous ont dit, malgré tout, vouloir faire de la formation. Alors, toutes n'en ont malheureusement pas fait, mais il y avait une réelle intention et on espère que ça va redémarrer avec la réouverture des centres de formation. Les thématiques, c'était principalement des thématiques de métier, le premier geste, des thématiques spécifiques, mais également du commercial, du marketing, de la bureautique, du management, etc. Ça a été un petit peu les éléments qui nous ont été communiqués par les entreprises. Donc, on a vu là un petit peu comment on a essayé de comprendre ce qui se passait. Et face à ça, on a essayé de prendre quelques mesures. Des mesures qui se sont adressées d'une part à l'offre de formation, les organismes et les CFA, et d'autres entreprises. Vous m'arrêtez, Charlène, s'il faut répondre à quelques questions. Alors, on a beaucoup de questions, mais je pense que je vais vous laisser poursuivre et puis je les poserai, je vais les garder pour après parce que il y en a beaucoup. Donc sur la crise, la première chose, le premier mot pour les organismes de formation, ça a été payer. On a voulu vraiment payer toutes les actions de formation qui nous étaient adressées. Donc pour ça, on a mis en place un portail sur lequel les organismes de formation pouvaient déposer leurs pièces de manière à ce qu'on règle les actions de formation qui avaient lieu. Et de la même manière, pour les CFA, on a continué de payer les factures relatives au contrat d'apprentissage. Donc ça, c'est un élément important. Et juste pour info, s'il y a des CFA qui nous écoutent, on est en train de préparer le paiement du second acompte des contrats d'apprentissage.
Et enfin, mais je vous en ai parlé tout à l'heure, on a mis en place un inventaire de l'offre de formation qu'on avait pu identifier et pour lequel les organismes de formation peuvent retrouver sur notre site le formulaire qui leur permet de se faire identifier. Voilà, donc vous avez notamment ici les adresses mail qui permettent également de répondre aux questions des organismes. Donc en fait, Laurent, pardon. Oui. Sur le chat, on a Georges qui nous dit en tant qu'organisme de formation, quand je les appelle, donc les locaux, je pense, même avec le FNE, ce n'est pas leur priorité, malgré une formation dédiée au management en temps de crise. Alors, je ne sais pas de quel OPCO parle Georges. J'espère que ce n'est pas l'OPCO des entreprises de proximité, parce que nous, ça a été vraiment une priorité. Donc, si Georges a un problème avec une entreprise qui relève de l'OPCO EP et qu'il a des difficultés, je lui donnerai mon adresse mail et il me sollicitera directement. Mais pour moi, tous les OPCO ont négocié, j'en reparlerai tout à l'heure, avec la directe, une convention FNE. Donc, ça devrait, pour moi, être une priorité de l'OPCO. En tous les cas, c'est une des priorités de l'OPCO EP. Ok. Donc, justement, ce FNE, ça me semble important d'en dire quelques mots. Donc, le FNE, en fait, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps. En fait, c'est un dispositif de l'État, c'est une aide de l'État qui permet d'accompagner les entreprises en difficulté. Et pendant cette période de Covid, l'État a souhaité que les OPCO puissent signer avec les directs des conventions pour accompagner les entreprises. Donc, à ma connaissance, en Auvergne-Rhône-Alpes, les 11 OPCO ont signé cette convention. Pour ce qui concerne l'OPCO des entreprises de proximité, c'est plus de 600 000 € qui ont été mobilisés, qui sont en cours de mobilisation, qu'on a fléché un peu plus spécifiquement vers les entreprises de plus de 50, tout simplement parce qu'on a des moyens importants pour les entreprises de moins de 50 salariés, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ce FNE, la convention pour l'OPCO EP est signée. Jusqu'au 31 mai, il ne concernait que des formations à distance. C'était vraiment la priorité des pouvoirs publics, c'était de faire de la formation à distance. Depuis que les organismes de formation ont réouvert, on peut à nouveau financer de la formation en présentiel dans le cadre du FNE, dès lors que les salariés sont en activité partielle. Donc, on voit que le dispositif a un peu évolué. Il est passé de 100% distanciel vers du possibilité de formation en présentiel. Donc, c'est une aide de l'État, ce FNE, qui transite par les OPCO. Elle est ouverte à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui recourent à de l'activité partielle. Et donc, pour ce qui concerne l'OPCO EP, je vous disais, en priorité vers les entreprises de plus de 50, puisque par ailleurs, on sait financer sans difficulté la formation des entreprises de moins de 50 salariés. Les salariés bénéficiaires, c'est tous les salariés qui sont en activité partielle, CDD ou CDI, mais il faut qu'il y ait un accord du salarié. On ne peut pas faire une formation sans que le salarié soit d'accord pour le faire. Les formations éligibles, c'est globalement tout type de formation, sauf les formations obligatoires qui relèvent de la responsabilité de l'employeur. Alors, Laurent, sur le FNE renforcé, quelle est la date de fin? Initialement, c'était mai 2020. On a entendu août 2020. Est-ce que c'est le cas? Alors, pour l'instant, on a encore un peu d'incertitude là-dessus, mais on devrait pouvoir potentiellement aller jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, je devrais pouvoir vous donner des informations plus précises rapidement, dès lors que, important quand même, je vous disais qu'on avait une première enveloppe de 600 000 €. Cette enveloppe, il reste un peu d'argent, mais elle est quand même largement entamée. Donc voilà. Cela dit, il faut, vous voyez que c'est quand même indiqué que les salariés soient encore en activité partielle. Ça me semble important. Le FNE ne sera pas valable pour des salariés qui ne sont pas en activité partielle. Ah oui, c'est la question que j'ai là dans le chat tout de suite après. Et si quelques salariés sont en temps plein, ils peuvent pas en bénéficier? Non, aujourd'hui,
Aujourd'hui, on est vraiment sur des formations pour des salariés qui sont en activité partielle exclusivement. D'accord. Les choses ont pas mal évolué, hein. C'est vrai que l'État a adapté aussi sa réponse en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Donc, pendant une période, on pouvait financer de la formation pour une entreprise dès lors qu'il y avait un certain nombre de personnes en activité partielle. On pouvait aussi financer pour les autres, mais depuis le 31 mai, c'est plus possible. D'accord. Ok. Alors, attendez, excusez-moi, Laurent. J'ai une question. Est-ce qu'il faut attendre, une question de Brigitte, est-ce qu'il faut attendre un accord de l'OPCO ou est-ce que l'on peut faire la formation sans réponse de l'OPCO et être sûr qu'elle sera prise en charge? Pour moi, il faut attendre la réponse de l'OPCO. Parce que si vous n'avez pas la réponse de l'OPCO, vous ne serez jamais sûr à 100% que la formation soit bien, qu'il y ait encore des financements au titre de l'OPCO, que l'OPCO ait vérifié malgré tout l'éligibilité, etc. Donc moi, je ne peux que vous inciter à attendre la réponse de l'OPCO, qui normalement devrait être rapide. En tous les cas, moi, c'est ce que je demande à mes services. Donc, si au niveau de l'OPCO-EP, il y a des réponses qui se font attendre, là encore, il ne faut pas hésiter à me solliciter. Ok, très bien. Il est 14h, presque 10, alors je vous laisse. Oui, j'accélère, mais on a vu pas mal d'éléments. Donc, un élément qui est complémentaire au FNE. Donc, je vous disais tout à l'heure que l'OPCO a pris des mesures spécifiques et notamment des mesures spécifiques pour déplafonner, puisque vous savez que chaque OPCO avait des critères de prise en charge avant la crise qui prévoyaient un pourcentage de financement des actions. Le conseil d'administration de l'OPCO-EP a souhaité, pour faciliter la formation à distance, déplafonner ces critères et donc accorder un 100% de prise en charge sur les coûts pédagogiques pour toute entreprise de moins de 50 salariés, qu'elle soit en activité partielle ou non, et qui plus est en renforçant cela avec une prise en charge sur les salaires, dès lors bien sûr que les personnes n'étaient pas en activité partielle. Donc là, on est complémentaire du FNE, vous voyez, ça nous permet de couvrir à peu près toutes les entreprises pour financer de la formation. Alors, j'attire quand même l'attention des organismes de formation que les OPCO sont quand même censés s'assurer qu'il ne se fasse pas n'importe quoi en formation. Donc, on a quand même un regard attentif sur le coût horaire de la formation, notamment dès lors qu'on arrive sur des taux horaires qui nous paraissent élevés. À titre indicatif, par exemple, au-delà de 80 € de l'heure. En fait, l'idée, c'est vraiment de s'assurer que lorsqu'il y a des taux horaires élevés, ceux-ci soient justifiés et qu'il n'y ait pas de dérive en matière de formation. Mais sinon, la règle, c'est effectivement 100% de prise en charge par l'OPCO-EP pour les coûts pédagogiques, plus 12 € de l'heure pour les salaires. Et globalement, il y a beaucoup d'OPCO qui ont pris des mesures de même nature, pas complètement forcément, mais malgré tout de même nature. Voilà globalement ce qu'on a essayé de faire pendant cette période de crise, période très compliquée, y compris pour nous en interne. Bien sûr, les collaborateurs ont été mis en télétravail très rapidement, mais c'était une période inédite qui a mis en difficulté beaucoup d'entreprises, beaucoup de prestataires de formation, beaucoup d'OPCO aussi. Et vraiment, on a essayé de passer un cap sur la formation à distance, notamment en espérant qu'à l'avenir, ces pratiques se développent de plus en plus de manière complémentaire à la formation en présentiel. Voilà. Et l'étape d'après, ce sera l'objet de mon dernier paragraphe, c'est vraiment qu'est-ce qui va se passer maintenant, qu'est-ce qui va se passer à la rentrée de septembre pour les entreprises et les prestataires de formation. J'enchaîne, Charlène. Allez-y, on finira avec les questions dans 2-3 minutes. On finira par les questions. Bon, rapidement, si vous voulez, premier élément, c'est qu'on travaille de très près avec un certain nombre de partenaires, avec les pouvoirs publics pour faire évoluer un petit peu et voir ce qui pourrait faire évoluer le cadre législatif. Je vous donne un exemple, par exemple, sur l'apprentissage. On a travaillé avec, par exemple, avec l'ARDIR, avec un certain nombre. Donc, l'ARDIR, c'est l'association des CFA en Auvergne-Rhône-Alpes, avec les organismes de formation,
avec un certain nombre de partenaires. Et on a déjà 2 mesures qui me semblent très importantes sur l'apprentissage. Déjà une nouvelle aide de 5 à 8 000 € en fonction de l'âge et du diplôme de l'apprenti pour essayer de soutenir l'apprentissage qui est vraiment notre priorité. Également un allongement de la durée possible pendant laquelle le jeune n'a pas d'entreprise, un jeune qui rentrera en contrat d'apprentissage. Avant, il avait 3 mois pour trouver une entreprise, maintenant il aura 6 mois. Donc, on travaille au niveau national avec la DGEFP, avec les partenaires pour essayer de voir quelles mesures et comment pourrait évoluer le cadre législatif, comment on pourrait faire des propositions à l'État pour faire évoluer le cadre législatif, pour soutenir au maximum l'apprentissage, la professionnalisation et la formation. Donc pour nous, l'alternance, c'est notre cœur de métier, donc c'est notre priorité. Une des hypothèses que l'on fait, c'est qu'il pourrait y avoir beaucoup d'entreprises qui habituellement recrutaient en alternance en septembre-octobre et qui pourraient décaler leur recrutement sur la période de novembre-décembre. Donc l'idée, c'est de trouver des dispositifs passerelles pour que les jeunes ne soient pas lâchés dans la nature sur la rentrée de septembre et qu'ils puissent avoir un statut qui leur permette d'attendre leur rentrée en apprentissage ou en professionnalisation. Donc là, on travaille sur des dispositifs dits passerelles pour que les jeunes continuent d'acquérir, par exemple, des techniques de métier qu'ils auraient pu perdre pendant le confinement. Donc, on va avoir des dispositifs. On travaille de manière très étroite avec Pôle emploi au niveau national et particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes. J'en profite vraiment pour saluer les équipes de Pascal Blin avec lesquelles on travaille pour mobiliser la POE, POC, POEI, donc globalement des dispositifs qui permettent à des personnes d'avoir un statut de stagiaire de la formation professionnelle, de se former avant de rentrer en apprentissage ou avant de rentrer en contrat de pro. Donc ça, c'est des mesures importantes. Donc c'est vraiment une idée que l'on a de dire donnons un statut à ces personnes pour pas qu'elles soient sans ressources avant de rentrer en apprentissage. Et donc, on va essayer d'articuler le contrat de pro, le contrat d'apprentissage avec les POI, les POEC. Donc ça, c'est un élément important de ce plan de relance de la rentrée. On devrait, mais ça, c'est en cours de validation paritaire, donc je ne peux pas trop m'exprimer dessus, mais maintenir des mesures financières pour la formation professionnelle des entreprises, voir comment on pourrait envisager de financer la formation en présentiel. Donc ça, c'est en cours de validation au niveau national, de travailler sur des catalogues d'actions de formation collective pour nos branches professionnelles, pour que les entreprises puissent avoir des formations maquettées, rapidement disponibles. Et pour cela, on travaillera et on aura besoin très vite de l'offre de formation. Il faut savoir qu'on est soumis au Code des marchés publics et que tous nos appels d'offres sont sur notre site et que donc les organismes de formation peuvent répondre à nos appels d'offres. Et enfin, on a un rôle important d'articuler les financements. Vous le voyez avec le FNE, l'État a des financements, la région a des financements, l'Union européenne a des financements. Et le rôle pour moi d'un OPCO, c'est de mettre à la portée des TPME ces dispositifs de formation, de financement. Donc, on va articuler les financements de l'OPCO en lien avec nos partenaires État, région, Union européenne pour faire en sorte que les petites entreprises, même les plus lointaines et les plus éloignées des grands centres urbains, puissent avoir accès à ces financements, FSE et autres, pour pouvoir continuer de former leurs salariés et continuer, dans la mesure du possible, d'embaucher. Voilà, Charlène, j'ai essayé de tenir le timing. Ce n'est pas facile. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Laurent. Alors, je prends dans le chat les questions. Clairement, on a plusieurs remarques de personnes qui nous disent, de participants qui nous disent il est très dur pour un petit organisme de formation d'avoir des renseignements, c'est l'horreur. Le problème, c'est que l'OPCO ne répond pas. Alors là, entre autres, c'est l'OPCO Atlas qui a été cité. Voilà, on voit quelques difficultés de communication. Globalement, c'est ce qui est un petit peu évoqué dans le chat. Qu'est-ce que vous nous conseillez peut-être pour de recommencer, de retenter, de renouveler l'expérience?
Alors, c'est difficile de m'exprimer pour mes collègues OPCO. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, au niveau de l'OPCO-EP, vraiment la consigne qui est donnée au niveau national et relayée au niveau régional, c'est d'être rapidement disponible pour les entreprises et pour les organismes de formation. Donc, nous, on a une adresse mail générique donc qui est à disposition, un centre de contact qui relaie vraiment au niveau de l'ensemble du territoire les demandes. On a des équipes, les entreprises ont la plupart du temps même le téléphone portable des conseillers en formation pour répondre à leurs besoins. Donc, difficile pour moi de m'exprimer pour mes collègues. Je pense que le contact par mail est peut-être dans cette période encore difficile, plus simple d'insister. Mais encore une fois, difficile pour moi de répondre pour mes confrères. Mais ce que je souhaite pour l'OPCO-EP, c'est qu'il y ait vraiment de la fluidité et y compris si les adresses génériques ne répondent pas, moi, je me fais fort de relayer les demandes de l'ensemble des partenaires auprès de mes équipes. Voilà, peut-être privilégier le contact par mail dans cette période de Covid compliquée pour tout le monde. D'accord. Laurent, est-ce que l'on pourra joindre en retour de mail à tous les participants avec la présentation le formulaire pour référencer son offre? Parce que oui, je le note. Sur le site de l'OPCO, là, qui est très orienté entreprise et pas organisme de formation. Alors, normalement, il y a un paragraphe spécifique pour les OF, mais je le joindrai à la présentation. Parfait. Ce sera plus simple pour tout le monde. Est-ce que le décalage de la signature des contrats est valable dans tous les secteurs? Exemple du BTP, nous demande Christine. Le décalage les 3 à 6 mois, si c'est les 3 à 6 mois, la réponse est oui. Pour moi, c'est valable de partout. OK. Les catalogues d'offres de formation collective sont à destination des entreprises ou des demandeurs d'emploi? CF réforme de 2018, nous demande Marie. Alors, les OPCO, comme on ne gère plus le CPF, les catalogues de formation qui sont pilotés par les OPCO sont à destination des entreprises. D'accord. L'interlocuteur vraiment de l'OPCO, c'est le chef d'entreprise, la branche professionnelle et à travers le chef d'entreprise, les salariés de l'entreprise. Effectivement, quand je parlais de catalogue d'action, c'est vraiment pour les salariés des entreprises. D'accord. Donc, Christine redemande, oui, le décalage à novembre dont vous avez parlé pour la signature de contrat d'apprentissage tout à l'heure. Donc, oui, a priori, pour le BTP, selon vous. Alors, à novembre, j'ai parlé des 3 à 6 mois donc, pour trouver une entreprise. Donc, ça, oui. Après, j'avoue que… Vous avez dit tout à l'heure, au lieu de signer les contrats en septembre, peut-être que la tendance… Ah, pardon. Donc ça, je précise, ça c'était une hypothèse qu'on a faite, c'est-à-dire qu'on pense qu'il va y avoir des entreprises qui vont décaler leur recrutement. Des recrutements qu'on aurait fait habituellement en septembre-octobre, on fait l'hypothèse qu'ils vont décaler ce recrutement en novembre-décembre. Et donc, ce que je disais, c'est que pour couvrir cette période de septembre à novembre, on va essayer de mettre en place avec les équipes de Pôle emploi notamment, mais pas que, des dispositifs passerelles qui permettent d'attendre et de donner un statut aux demandeurs d'emploi. Mais encore une fois, là-dessus, on est sur une hypothèse faite par l'OPCO de décalage de recrutement. Ok, très bien. C'est très clair. Le FNE finance-t-il la formation pour quelqu'un en profession libérale qui souhaite compléter ses domaines de compétences car il n'a pas d'emploi, car il a des difficultés à travailler en ce moment? Si la personne est salariée, oui. Mais profession libérale, pour moi, parce qu'on a des cabinets médicaux, par exemple, avec des salariés. Donc là, la formation est éligible pour les salariés des cabinets médicaux, mais pas pour le médecin qui ne serait pas salarié directement. D'accord. En tout cas, pas au niveau… Est-ce qu'il y a un plafond annuel en euros de formation pour un salarié dans une TPE, en dehors de l'alternance et de l'apprentissage, pour un maintien ou une montée en… Si on est dans le cadre de la formation à distance et de ce qu'on va appeler les mesures prises pendant la crise, on a déplafonné. Donc, on n'a pas mis de plafond en termes de… la seule chose sur laquelle on a une vigilance, c'est sur le taux horaire.
Mais un salarié qui pourrait avoir 10 000 € de formation à distance, si c'est justifié et qu'il y a un besoin, on pourrait être amené à financer ce montant-là. D'accord? Par contre, en temps normal, sur les critères habituels, les branches mettent des critères et des plafonds par entreprise. Donc, il faut vraiment distinguer la période de crise, formation en FOAD où on a vraiment déplafonné, et la période de formation à distance, où là, sur les formations présentielles à distance, on a des critères de prise en charge et des plafonds par entreprise. D'accord? Donc, FOAD d'un côté, formation en présentiel de l'autre. D'un côté, déplafonné complètement, de l'autre côté, des critères de prise en charge en fonction des branches professionnelles. Ok, alors j'essaie de reprendre les questions qui datent un petit peu, qui concernent le début du webinaire, mais c'est pas grave. Brigitte nous demande, on parle de l'avenir des formations, mais pour ma part, je n'ai pas eu ni conseil ni réponse de mon OPCO pour une formation dans le cadre du FNE. J'ai essayé de remplir un dossier suite au webinaire sur ce thème. Je ne sais pas si c'est accepté, si j'ai bien rempli et le mois est déjà bien avancé. Alors, normalement, l'État a souhaité que les OPCO soient, et c'est pour ça qu'ils ont signé des conventions avec les directs, soient un petit peu l'intermédiaire pour faciliter la vie aux entreprises. Donc, si c'est le cas pour madame, je le regrette. Moi, j'aurais quand même tendance à aller, alors j'espère que ce n'est pas au niveau de l'OPCO-EP déjà, moi, j'aurais quand même tendance à lui conseiller d'avoir l'avis de son OPCO, parce que déposer un FNE en direct, normalement, les directs ont justement fléché leurs fonds vers les OPCO, et c'est ce qui est privilégié. Je ne sais pas si elles acceptent de prendre des dossiers en direct, sans passer par l'OPCO. Pour moi, vraiment, l'interlocuteur, c'est l'OPCO, et c'est le rôle de l'OPCO de rendre ce service aux entreprises. D'accord. Une question de Christelle qui nous demande pour les demandeurs d'emploi. Je suis référencée pour les demandeurs d'emploi et j'ai une certification spéciale, mais depuis début 2020, rien ne bouge. Là encore, un cas un petit peu particulier, Christelle. Je ne sais pas. Donc, en plus, vraiment pour les demandeurs d'emploi, l'OPCO n'est pas le bon interlocuteur. C'est vraiment Pôle emploi qui est là pour la partie formation. Et si c'est le CPF, c'est vraiment la Caisse des dépôts aujourd'hui qui est l'interlocuteur. Voilà. Les OPCO ne financent plus de formation pour les demandeurs d'emploi en dehors des POE. C'est le seul dispositif. Et également, pour les contrats de pro et les contrats d'apprentissage. Mais tout le reste, l'OPCO n'est pas le bon interlocuteur. C'est Pôle emploi et la CDC. Ok. Une question de Catherine qui nous demande, je vais recruter 2 alternants en contrat d'apprentissage dès septembre. Qui contacter, dans quel ordre, une fois les candidats trouvés? Alors, j'ai envie de dire l'OPCO en premier, puisque ça va être l'OPCO qui va accompagner et qui doit accompagner l'entreprise. Vous savez qu'avec la dernière réforme, donc j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que les régions avaient la main sur l'apprentissage et c'était les consulaires qui instruisaient les contrats d'apprentissage. Donc aujourd'hui, ce sont les OPCO qui sont à la manœuvre pour toute la partie gestion des contrats d'apprentissage et des contrats de pro. Donc il y a 2 interlocuteurs, à mon avis, qui peuvent aider l'entreprise. C'est le CFA, qui est en lien avec nous, et l'OPCO en direct. Donc les deux partenaires peuvent accompagner madame ou monsieur, je ne sais pas, dans l'élaboration de ces contrats d'apprentissage. Et encore une fois, c'est vraiment notre priorité, donc on doit être là pour l'accompagner. Elle doit avoir une réponse, c'est notre priorité absolue. Ok, très bien. Écoutez, je pense avoir fait le tour des questions principales du chat. Après, j'aurai peut-être des questions un petit peu, des cas un peu trop particuliers. Alors, on essaiera d'y répondre peut-être en privé. Qu'est-ce que les CFA peuvent récupérer les contrats une fois que l'OPCO les a validés? Alors, déjà, on va essayer de dématérialiser beaucoup de choses, puisque l'idée, c'est aussi de profiter de cette période pour qu'il y ait de moins en moins de papier. Donc, le formulaire, ce qui est prévu, c'est que l'entreprise puisse le déposer sur notre site, mais on a aussi prévu que les CFA puissent le faire. Voilà, maintenant, s'il y a besoin d'une copie à la marge de contrat d'apprentissage, ça doit pouvoir se faire. On doit pouvoir remettre ça au CFA.
Ok. Encore une question de Georges qui nous dit le référencement FOAD OPCO EP terminé. Date limite 25 mai sur le formulaire. Ou est-ce que c'est Alors, reconduit? déjà, je redis, hein, on n'est pas sur un référencement. Je veux vraiment le redire. On est sur une proposition de l'offre de formation. Alors, c'est vrai qu'on avait privilégié ça pendant la période de crise, mais je pense qu'on va poursuivre parce que même pour l'après-crise, on veut continuer de développer l'offre de formation à distance. Je regarderai ce point, mais pour moi, on doit poursuivre cette mise à disposition de l'offre de formation des OF à distance. Pas de référencement, je le redis à Georges. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup Laurent. Dans le chat, les gens me disent merci, c'est très clair, même si c'est complexe. Merci beaucoup. J'attends avec impatience l'adresse mail de Monsieur Floquet pour mon cas, car je galère. Je vais lui écrire un mail. Voilà, écoutez, merci beaucoup Laurent pour cette intervention. En effet, le sujet est dense et un peu complexe aussi. Merci pour cette présentation très claire et très précise, nous dit Christian également. J'en profite encore, je vous garde en ligne une petite minute, pas plus, c'est promis, pour vous demander, s'il vous plaît, de prendre le temps de répondre au petit questionnaire d'évaluation et de satisfaction qui va s'ouvrir directement à la fin de ce webinaire. C'est important pour nous, je vous l'ai déjà dit, de savoir si le contenu et si ce webinaire vous plaisent, et n'hésitez pas à nous faire des suggestions de nouveaux sujets. Voilà, pour ma part, je vous donne rendez-vous toute cette semaine. Déjà, dès demain, mercredi, à 13h30, comme d'habitude, on parlera affacturage et affacturage inversé, fonctionnement et avantages en cette période de reprise. Ensuite, jeudi 11, toujours à 13h30, on parlera de développement commercial, comment motiver et outiller son équipe, panorama des fondamentaux. Et enfin, vendredi, je vous donnerai cette fois-ci rendez-vous exceptionnellement à 15h30 pour les restaurateurs, comment s'adapter, adapter son activité au protocole sanitaire. Voilà, encore merci Laurent Floquet pour votre temps. En plus, pour nos auditeurs, nos participants, nous avons vraiment eu du mal à organiser en back-office ce webinaire. Donc, merci beaucoup pour votre temps et votre énergie. Merci à tous les participants. Merci Excellent. Charlène, merci à toutes et à tous. Merci, à bientôt. Au revoir.